Un commando suicide dans une synagogue à Istanbul en Turquie. Il y a 23 morts, un attentat revendiqué par des extrémistes chiites. Les Américains cherchent les vrais responsables du carnage de l'aéroport de Karachi. Il y a une vingtaine de morts et de très nombreux blessés. Ce soir, Washington veut savoir si Kadhafi est impliqué dans cette opération. Ce samedi 6 septembre, il y a 533 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 472 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et pour Michel Seurat. 192 jours pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2. Et 122 jours pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français qui sont détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici donc revenu le temps des assassins. Avant-hier, une bombe découverte dans le RER à Paris. Hier, des pirates de l'air qui ouvrent le feu sur leurs otages du Boeing de Karachi. Et ce matin, un commando qui prend pour cible une synagogue à Istanbul, tuant 23 personnes. Alors, pas de rapport direct entre les trois événements, c'est vrai, mais un lien, le terrorisme qui déferle sur nous. Et s'il ne peut pas y avoir de gradation dans l'horreur, l'attentat de ce matin contre une communauté en prière relève de l'assassinat froidement calculé. Jean-Marc Ilouz. Il y avait ici des hommes qui priaient. Si ce matin, dans la grande synagogue d'Istanbul, une vingtaine d'entre eux sont morts sous les balles et les grenades de 5 tueurs, c'est d'abord parce qu'ils étaient juifs. Fidèles, évidemment sans armes, fauchés pendant la prière traditionnelle du samedi matin. Des images dont nous avons retiré les plus insoutenables. Parmi les 23 corps, pas tous identifiables, 2 peut-être des saints terroristes du commando suicide disparus avant l'arrivée de la police turque. Revendication la plus vraisemblable, celle formulée à Beyrouth par le mouvement de la résistance islamique, nom de code des intégristes pro-iraniens qui affirment avoir voulu venger l'enlèvement cette semaine de 4 villageois chiites lors d'une opération israélienne au sud Liban. Il y a 50 000 juifs à Istanbul. La Turquie, pro-occidentale, laïque mais à majorité musulmane, n'entretient pas de trop mauvais rapports avec Israël. Le Premier ministre turc a fermement condamné l'attentat et appelé la communauté internationale à s'unir pour lutter contre la terreur. Oui, réaction d'émotion et d'indignation comme toujours, même si cela ne change pas grand-chose. La France, bien sûr, condamne avec la plus grande vigueur ce qu'elle qualifie de lâche attentat et jusqu'à l'OLP, l'organisation de Yasser Arafat, qui condamne elle aussi très fermement cet attentat d'Istanbul. Quant à Jérusalem, c'est bien sûr l'indignation et la colère. Alors sur le climat en Israël, voici les précisions de notre correspondant Charles Anderlin. De l'extrême gauche à l'extrême droite, l'ensemble du monde politique israélien exprime sa colère et son indignation face au massacre d'Istanbul. Même des personnalités modérées comparent ce soir les organisations terroristes musulmanes et palestiniennes aux nazis et promettent de mener une guerre sans merci au terrorisme international. Cela dit, les Israéliens ne prennent pas pour argent comptant les revendications de l'attaque d'Istanbul par des organisations islamiques. Ils attendent la suite de l'enquête et ce n'est vraisemblablement que lorsqu'ils auront identifié les auteurs du massacre qu'ils réagiront autrement que par des condamnations verbales. À Jérusalem, on estime ce soir que les derniers attentats viennent de porter un coup très dur aux efforts de paix au Proche-Orient. Hier, c'est à Karachi, au Pakistan, qu'avait lieu le rendez-vous avec la violence et avec la mort, des terroristes qui s'emparent d'un avion et de ses passagers, les autorités qui donnent l'assaut et un bilan encore incertain ce soir entre 13 et 18 morts, mais de toute façon de très nombreux blessés. Sur les circonstances de l'assaut d'hier soir, voici les explications de Philippe Gassot. Le gouvernement américain vient de dépêcher au Pakistan un groupe d'enquêteurs du FBI. Il s'agit de déterminer les circonstances du détournement. Les États-Unis ont lancé des mandats d'arrêt contre les pirates. Les enquêteurs américains devront démêler les conditions dans lesquelles l'intervention a été lancée. Les autorités pakistanaises, après avoir fait état de contradictions, précisent maintenant que les forces de sécurité n'ont pas donné l'assaut. Le président de l'aviation civile indique que la lumière s'est éteinte à 20 h dans l'avion. Il s'est rendu près de l'appareil pour essayer de convaincre les pirates que ça n'était pas une manœuvre, mais avant que son équipe n'arrive au pied de l'avion, une grenade a explosé. C'est seulement à ce moment-là, au moment où ces passagers commençaient à s'échapper, que l'armée est intervenue sans pouvoir éviter le massacre. C'est la version officielle. Il conviendra d'examiner précisément l'origine de la panne d'électricité. C'est cela, ou peut-être l'arrivée d'un groupe d'hommes près de l'avion, laissant penser à une attaque,
qui a déclenché la tuerie. C'est peut-être aussi, comme l'indique la Paname, la tentative de fuite des passagers à la faveur de l'obscurité qui a déclenché la folie meurtrière des pirates. Sur l'attitude des forces pakistanaises qui seraient intervenues entre 10 et 15 minutes après la première explosion, les États-Unis ont déjà donné leur opinion. Ils ont accompli une action audacieuse qui a été décisive, même avis pour bonne. Seul Rajiv Gandhi qualifie l'opération de bâclée. Les victimes indiennes sont les plus nombreuses. Les enquêteurs devront entendre tous les témoins pour se faire une opinion. Quand il a fait tout noir, tout le monde s'est couché à terre. Ou assis. Et j'ai attrapé mes 2 enfants et je les ai cachés sous le siège. Mais leurs bras et leurs jambes dépassaient, alors je me suis couchée sur eux pour les protéger. Ça criait, les gosses pleuraient, les femmes aussi. Plein de sang. La fille qui était assise à côté de moi avec son mari était couverte de sang. je ne pouvais rien voir à cause de tous ces gens autour de moi. Il y avait des gens par-dessus moi et tout autour. J'étais touché, et comme moi j'étais en dessous. Les passagers américains blessés seront rapatriés demain par avion militaire sur l'Allemagne fédérale. Le 747 reste à Karachi pour expertise. Alors l'Amérique, sous les couleurs de laquelle volait le Boeing de la Paname, l'Amérique veut maintenant savoir qui est responsable de ce détournement et de son dénouement dramatique. Washington qui pense bien sûr à la Libye, mais qui évite bien d'accuser Kadhafi en l'absence de preuves décisives. Sur l'état d'esprit de la Maison-Blanche, commentaire de notre correspondant Jacques Abouchard. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Larry Speakes, a parlé d'un détournement répugnant et lâche, tout en admettant qu'aucune preuve, aucun indice ne permettait d'établir la complicité de la Libye. Tripoli, Beyrouth, Téhéran, de ces 3 sanctuaires du terrorisme, se demandent les Américains, quel est celui d'où le coup de Karachi a été commandité. Le colonel Kadhafi continue évidemment de figurer au premier rang des suspects, même si sa responsabilité est provisoirement dégagée et rend sans objet la présence du porte-avions Forrestal en Méditerranée orientale. A l'inverse, les États-Unis ont rendu un hommage appuyé à l'action des autorités pakistanaises. Washington compte d'ailleurs énormément sur l'enquête et les interrogatoires des pirates de l'air rescapés pour remonter la filière parmi les organisations terroristes du Proche-Orient et envisager ultérieurement une action de représailles. Alors, sincérité ou ultime manœuvre, j'apprends que le colonel Kadhafi vient d'exprimer sa peine et sa préoccupation après la prise d'otage de Karachi. Les casques bleus français tués au Liban au début de la semaine, le RER, Karachi, Istanbul, c'est le terrorisme et c'est sa logique de déstabilisation, Jean-Marc Ilouz. Effectivement, la relance du chantage à la vie des otages français, une embuscade pour tuer 3 soldats français des Nations Unies au sud Liban, un attentat à l'explosif qui, par miracle, a échoué dans le métro parisien, 17 passagers massacrés dans un avion américain au Pakistan, et puis enfin les 23 morts du carnage de la synagogue d'Istanbul. 3 cibles, les États-Unis, la France et Israël, que leurs ennemis, au singulier ou au pluriel, veulent expulser du Proche-Orient. Mais les victimes, elles, sont de toute nationalité. Voilà pour l'insoutenable bilan d'une banale première semaine de septembre dont la mise en scène macabre échappe à ceux qui, dans les gouvernements comme dans la presse, ont pour mission de prévenir ou d'informer. Prévenir, malgré les moyens de plus en plus puissants déployés, impossible d'être efficace tout le temps et partout. Informer, comment échapper au piège de raisonnements trompeurs que nous suggèrent au gré de coups de téléphone mystérieux des organisations souvent fantômes mais tragiquement efficaces. Efficaces non pas seulement parce qu'elles terrorisent, mais parce qu'aussi elles rendent de plus en plus difficile à ceux qui gouvernent d'éviter des représailles arbitraires, à ceux qui informent de ne pas céder à l'amalgame et de conclure trop facilement que si le terrorisme a un seul visage, il n'a forcément qu'un seul maître. L'explication serait bien commode, mais pour mieux se défendre, il importe d'abord de savoir raison garder. Il faut ajouter à tout cela cette notation de l'ancien patron des services secrets français, Alexandre de Maranche, invité hier soir d'Apostrophe. Le terrorisme n'en est qu'à ses débuts, il fera encore peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de morts. Alexandre de Maranche qui s'est confié à Christine Ockrent dans ce livre intitulé « Dans le secret des princes » qui vient tout juste de sortir chez Stock. C'est un livre qui permet notamment d'éclairer d'un jour nouveau quelques épisodes de l'histoire de ces 40 dernières années.
Après les attentats contre les casques bleus français, le Conseil de sécurité de l'ONU donne satisfaction à la France en demandant que des mesures soient prises pour protéger au mieux les casques bleus de toute nationalité qui sont au Liban. L'un des principaux responsables de l'organisation de l'ONU donc vient d'ailleurs d'entamer un voyage au sud du Liban pour déterminer ce que pourraient être ces fameuses mesures. François Cornet. Dès son arrivée cet après-midi à Nakoura, quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, Marek Goulding, le secrétaire général adjoint de l'ONU, a eu un premier entretien avec le commandant en chef de la FINUL et son adjoint, le général français Jean Ponce, principalement consacré au renforcement de la sécurité des casques bleus. Après la mort jeudi dernier à Jouaïa de 3 soldats français, le secrétaire général des Nations Unies avait décidé, dès l'annonce de l'attentat, d'avancer cette mission de son adjoint, initialement prévue pour la semaine prochaine. Marek Goulding rencontrera demain le ministre israélien de la Défense et lundi à Beyrouth le président libanais Gemayel ainsi que Nabi Berri, chef du mouvement chiite Amal. Il effectuera ensuite une tournée dans la zone de déploiement de la FINUL avant de se rendre à Damas. Hier, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur de France a demandé que des mesures pratiques soient prises sans délai au sud Liban pour la sécurité des casques bleus. Il est évident que l'émissaire de l'ONU ne manquera pas de se pencher avant tout sur le problème même de la mission précise de la FINUL sur le terrain, des soldats qui ne doivent pas recourir à la force, sauf en cas de légitime défense. Le terrorisme vise aussi les Français en France. Témoin l'attentat manqué contre le RER il y a 3 jours. Du coup, le gouvernement a multiplié les mesures de sécurité autour de 2 idées. Renforcement des effectifs de police dans les lieux publics et appel à la vigilance de tous. Sur la réalité de ces mesures et sur la réaction du public, voici l'enquête de Patrice Velay et de Claude Lucas. Paris sous haute surveillance. Des scènes de fouilles comme celle-ci, les Parisiens ont pu en voir tout au long de la journée. Les CRS en renfort sont à pied d'œuvre dans tous les lieux publics. 1 millier d'hommes pour avoir l'œil. Par exemple, le contrôle des poubelles et les fouilles des bagages dans les gares. Dans les trains aussi, les CRS font des rondes, avec un double objectif, rassurer les voyageurs et découvrir d'éventuels colis suspects. Dans le métro, les voyageurs ont entendu les appels à la vigilance lancés par le gouvernement. Je pense que les Français doivent faire attention, mais pas spécialement que dans le métro. Je pense que c'est une attitude à observer maintenant régulièrement sur le plan de la sécurité. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique au métro. Est-ce que vous faites attention dans le métro à repérer des choses qui sont peut-être pas très normales? Je devrais, mais je pense que je suis un peu inconscient et que je ne le fais pas suffisamment. J'ai toujours une attitude de vigilante parce qu'il faut toujours être sur ses gardes, mais pas particulièrement aujourd'hui, mais tout le temps. Tout le temps à regarder si on risque rien. Mais aujourd'hui dans le métro, pas de psychose de l'insécurité, simplement des voyageurs un peu plus sur leur garde que d'habitude. Charles Pasqua et Robert Pandreau ont discrètement inspecté tout à l'heure les mesures de sécurité mises en place dans les lieux publics. Monsieur Pasqua qui parle même ce soir de guerre contre le terrorisme. Il faut bien comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. C'est une forme, c'est vrai, c'est une forme moderne de guerre, d'agression, et céder à un chantage, ça n'empêchera pas d'autres chantages. Alors il faut se donner les moyens nécessaires. Et éventuellement, d'ailleurs, faudra-t-il utiliser d'autres moyens, nous verrons bien. Je sais que certains exigent, de la façon que nous savons, la libération de M. Abdallah Ibrahim. Est-ce qu'il serait question de libérer? Certainement pas, et en tous les cas, si une mesure doit être prise un jour, elle ne fera pas l'objet d'une discussion sur la place publique. Pour conclure ce chapitre terrorisme, cette dernière information, l'arrestation d'un des chefs présumés du groupuscule italien Prima Linea. Il a été intercepté au Pays Basque français et placé en détention dans l'attente d'une extradition. À l'étranger, 2 informations. Voilà d'abord que l'on reparle d'un échange possible entre le journaliste américain détenu à Moscou et l'espion soviétique arrêté à New York. C'est le KGB qui l'aurait maintenant laissé entendre. Et puis au Chili, 4 morts à l'issue des journées de protestation contre le régime du général Pinochet. À noter que pour une fois, plusieurs partis d'opposition avaient refusé de s'associer à ce mouvement de protestation.
Un calendrier sportif très chargé pour ce samedi avec en ce moment même le 53e championnat du monde cycliste qui se court pour la première fois aux États-Unis. Voici maintenant un peu plus de 3 heures que les coureurs ont pris le départ. Alain Vernon nous fait tout de suite le résumé de cette course qui se poursuit. Joël Pellier à gauche du peloton, l'équipe de France a bien l'intention de durcir la course dans ce championnat du monde, le premier organisé aux États-Unis. 270 km de faux plat, balayés par le vent des Rocheuses à plus de 2000 mètres d'altitude, voilà pour le décor. Le circuit de Colorado Springs est donc très sélectif et toutes les formations le savent. Côté hollandais, Job Zoetemelk n'est pas le plus optimiste. Débarqué il y a 2 jours, le champion du monde en titre va souffrir de l'altitude. Plus sur 2 en revanche, Bernard Hinault, vainqueur de la dernière course classique, et Greg LeMond. Ils sont au Colorado depuis plus de 3 semaines et les spécialistes affirment que c'est le délai minimum pour tenir pendant 7 heures à plus de 2000 mètres. Charlie Mottet et Laurent Fignon aussi ont choisi la méthode scientifique. La course s'est d'ailleurs durcie un peu plus lorsque l'Allemand Matt et le Canadien Stieda ont pris 2 minutes d'avance. Mais Stieda et Matt sont rejoints après 1h30 d'échappée et après plus de 3 heures. Derrière Hinault, le peloton est groupé. Il reste 150 km de course. Oui, et puis j'ajoute que Greg LeMond continue dans la Vie Claire, dans l'équipe de la Vie Claire, c'est officiel. Il vient de signer pour la suite. Le sport, c'est aussi le rallye des 1000 lacs, le rallye automobile des 1000 lacs. La deuxième étape vient tout juste de se terminer à Jyväskylä, le point du duel Peugeot-Lancia avec Dominique Leglou. Fantastique, les duels Lancia-Peugeot. Delta S4, 205 Turbo 16, Markku Alén, Timo Salonen. Timo Salonen sur 205 qui aujourd'hui sous la pluie a grignoté seconde par seconde. 44 de retard hier soir, 18 seulement ce soir. Autant dire que les derniers 134 km d'épreuves chronométrées de demain seront fabuleuses à suivre. Salonen qui s'est imposé 14 fois aujourd'hui. Alén l'avait emporté 10 fois hier. Markku Alén qui a tout de même tenu le choc, supporté la pression. Mais ce sprint effréné laisse des traces. Regardez son visage à l'arrivée, vous comprendrez toute la difficulté du pilotage en rallye. C'est dur, très dur pour lui, qui n'a plus gagné un rallye du championnat du monde depuis le printemps 1984. Cette fois, il est en mesure de l'emporter, mais derrière, elles sont 3. Peugeot 205 à ses trousses. Salonen à 18 secondes, Kankkunen à 40 et Blomqvist un peu plus loin. De quoi faire des cauchemars toute la nuit. Les bolides de Formule 1 avec un Grand Prix très disputé demain à Monza. Les derniers essais se couraient tout à l'heure. Bonne performance de Prost qui sera en première ligne. Mais ce qui a d'abord retenu l'attention de notre envoyé spécial Lionel Chamoulot, c'est l'apparition de la nouvelle voiture française. La dernière Formule 1 française est née ici, chez Henri Julien, le créateur artisan de monoplace. Aujourd'hui, c'est le baptême de la voiture la plus modeste du plateau. La récompense, après 10 mois de travail pour cette petite équipe, c'est la qualification. Henri Julien est tendu. Le milieu de la F1 va juger sa voiture. Au chronométrage, on surveille. Il faut que Capelli termine 26e pour être qualifié pour courir dimanche. Mais après 4 tours, les mécaniciens sont inquiets. Le haut-parleur annonce que Capelli a un problème. Le moteur est cassé, les essais sont terminés pour la GS. Les visages se ferment, le moteur n'a pas tenu. On a essayé d'augmenter la pression du turbo là, pour faire encore un petit peu mieux, et puis ça n'a pas marché, quoi. Si Ghinzani et Caffi passent Capelli, c'est l'élimination. La voiture est ramenée au stand, il reste 30 minutes d'essai. Christian Van der Plen, l'ingénieur, est anxieux. Finalement, la GS conserve sa 25e place. Henri Julien est heureux, il a rempli son contrat en se qualifiant et vous présente sa fille Monica. Quand la photographie cesse d'être la photo, elle devient vidéo. C'est une petite révolution que ce nouvel appareil actuellement présenté au Salon de la photo à Cologne. Plus de pellicule, plus de développement, mais une bande magnétique qui fait tout le travail. C'est un reportage de Jacques Violet. Le Français Jacques Daguerre, qui inventa la photo il y a 150 ans, doit se retourner dans sa tombe. Il n'avait pas prévu de tels rassemblements autour de son invention. Il n'avait sûrement pas non plus imaginé la révolution technologique qui vient d'être présentée. Appuyez sur le bouton, nous ferons le reste. Un des grands japonais vient d'inventer la photo électronique magnétique. Fini la pellicule et le développement, l'image est magnétique en couleur comme la vidéo.
Un appareil d'aspect normal, introduisez ce petit disque de 5 cm qui permet d'enregistrer 50 images et souriez, l'électronique se charge de tout. Retirez le disque, introduisez-le dans un lecteur enregistreur. Une télécommande vous permet de visionner immédiatement vos photos sur n'importe quel téléviseur et de les imprimer sur papier en 3 minutes grâce à une imprimante couleur. Des investissements énormes, plus de 1500 brevets déposés pour conquérir un nouveau marché de la photo. Dans un premier temps, compte tenu du coût élevé des produits et de sa conception, de leur conception, essentiellement les marchés professionnels au niveau des agences de presse, mais également au niveau des entreprises qui n'ont jamais bien résolu leurs problèmes de communication. Depuis un récepteur-transmetteur, les professionnels pourront en effet envoyer ces images à l'autre bout du monde par une simple ligne téléphonique. Un produit cher, pas à la portée des amateurs pour l'instant, 20 000 francs l'appareil, plus de 200 000 le système complet. La photo traditionnelle a encore de beaux jours devant elle. 30 milliards de clichés sont réalisés chaque année dans le monde. Pas si mal pour une technique inventée en 1839. Deauville, à l'heure américaine, pour le 12e festival du cinéma américain. Ça nous promet des vedettes sur les planches et du drame sur les écrans. Alors, sur le climat de cette première journée, voici les réflexions de Jean-Jacques Dufour et de Didier Rancœur. Action, moteur, ça y est, le 12e festival du film américain vient de commencer. Parmi les premiers films projetés, Top Gun, un film de Tony Scott, le frère de Ridley Scott, l'auteur d'Alien et de Blade Runner. Top Gun, c'est une école d'aviateurs qui forme les meilleurs pilotes de chasse du monde. Là-haut, avec les meilleurs, parmi les meilleurs. Mais redescendons sur Terre, dans la salle des ambassadeurs à Deauville, où lors du dîner d'ouverture, les photographes se sont régalés avec des brochettes de stars. Des stars qui auront la chance de voir demain Color Purple de Steven Spielberg, un film qui a séduit ceux qui l'ont déjà vu. C'est un cinéma où on est effectivement assez passif, où on a plein d'émotions, on pleure, on rit, on suit tout, mais on a l'impression de ne pas être tellement autonome quoi, en tant que spectateur. Mais cela dit, bon, c'est un film un peu différent des autres, c'est vraiment... il y a des choses magnifiques au point de vue artistique, surtout la mise en scène, quoi. La mise en scène est très très forte. Color Purple, ce n'est pas un film sur les relations entre blanc et noir. C'est l'histoire de gens qui luttent pour échapper à leur destinée. Steven Spielberg, recordman mondial des recettes avec E.T., 220 millions de dollars, réalise là, selon les critiques, son premier sujet pour adultes. Apparemment, ça marche aussi, puisqu'aux États-Unis, on approche déjà les 100 millions de dollars de recettes. Je ne crois pas que ce soit son film le plus adulte, parce que c'est un monsieur qui s'amuse à faire des cinémas très différents les uns des autres. Ça n'a rien à voir avec l'Arche perdue, ça n'a rien à voir avec Jaws ou des choses de ce genre. C'est une autre corde à l'arc de ce bonhomme qui est génial. Également génial, la vision américaine de l'Hexagone. Tony Curtis, qui a débarqué hier en Normandie, résume en quelques mots sa France. Froufrou et petit plat. Soutien-gorge, yes. long chissage, oh oui. Ça va bien. Manger, et à tout à l'heure. Autre film attendu parmi la trentaine d'inédits proposés cette année, Le Retour d'Alien, la petite bête qui monte et que l'on devrait voir en fin de festival. Efficace, le cinéma américain a attiré l'année dernière 39% du public français. Un rapide retour vers le sport maintenant pour vous dire qu'Evan Lendl jouera demain la finale. Il vient de l'emporter sur le Suédois Edberg en 3-7, 7-6, 6-2, 6-3. Lendl qui rencontrera donc demain en principe ou l'Allemand de l'Ouest Boris Becker ou le Tchécoslovaque Miroslav Messir. Le tiercé maintenant avec d'abord les résultats de celui qui se courait aujourd'hui à Vincennes. Combinaison gagnante le 2, le 13 et le 16. Pas encore de rapport mais vous les aurez dans le tout dernier journal avec Bernard Pradino. Et puis il y a un autre tiercé demain. Vous êtes pour ça, Pierrette Bresse. Demain c'est à Longchamp et c'est la rentrée en quelque sorte pour Longchamp. Oui, c'est une rentrée qui est assez curieuse parce qu'elle a commencé par une distribution des prix justement avec la cravache d'or. Exactement, la cravache d'or en plat a été décernée à Cache-Asmussen et un obstacle à Didier Mescam. Exactement. Mais il y a une rentrée scolaire
faire celle des yearlings achetés au ventre de Deauville, qui eux commencent à apprendre leur métier de chevaux de course. Alors c'est le débourrage des yearlings, c'est une grande agitation, c'est un peu éparpillé sur toutes les pistes. Mais pour les amoureux des courses, les véritables sportsmen, comme l'on dit, eh bien la réouverture de l'hippodrome de Longchamp en septembre, c'est le summum du classicisme et de l'élégance. En effet, dans un mois déjà, eh bien, nous aurons le prix de l'Arc de Triomphe. Et dès demain, sur l'hippodrome de Longchamp, eh bien, la première grande épreuve classique sera le prix du Moulin de Longchamp, l'écurie Fustock, qui est une sorte de championnat européen pour les jeunes chevaux âgés de 3 ans, les pouliches également. Voilà, et puis il y aura le tiercé, bien évidemment, qui se courra dans le traditionnel prix de la table, une course à handicap longue de 1950 mètres qui est réservée aux chevaux et aux juments âgés de 3 ans. Ils seront une vingtaine à essayer de défendre leur chance. Et parmi tous ces chevaux, eh bien, voici maintenant la sélection que je vous propose, avec en tête Battement de cœur, le numéro 18, Nicrat, le numéro 15, Zagliago, le numéro 13, Lorius, le numéro 10, Foxoa, le 8, Whitver, le numéro 12, Savagette, le numéro 9, et toujours eux, le numéro 11. Notez bien leur numéro, 18, 15, 13, 10, 8, 12, 9 et 11. Résultat et rapport demain soir. La météo maintenant avec José Blanc-Lapierre, et apparemment il fera encore beau demain mais un petit peu moins bien qu'aujourd'hui. Oui, beau temps demain, mais tout de même des nuages qui risquent de nous gâcher un petit peu la vie, même s'ils ne sont pas très méchants. Les nuages, ces nuages, d'où viennent-ils? Nous allons les voir sur notre photosatellite, prise aujourd'hui en milieu de journée. Enfin, si elle arrive, je vous les montrerai. Enfin, en tout cas, sachez, la voici. Ces nuages, les voici. Ils proviennent d'une masse nuageuse qui est ici et qui va traverser demain le pays du nord au sud, mais en s'effilochant. Donc, des nuages qui ne sont pas méchants. Résultat, le voici sur la carte du temps prévue pour demain. Du nord aux Ardennes, au Massif central et aux Alpes, de très belles éclaircies qui alterneront avec des passages nuageux, donc plus ou moins épais, ça et là. Sinon, sur tout le sud du pays, ce sera le grand beau temps, sauf ici, sur les Pyrénées, où il y aura des orages. Les températures sont agréables pour la saison. Sur la moitié nord, elles s'échelonneront demain de 18 à 23 degrés, 23 degrés à Bourges, 23 à Nantes. Sur la moitié sud, de 24 degrés à 30 degrés à Toulouse. Demain, nous serons dimanche 7 septembre. Il y aura 4 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 7h17, qui se couchera à 20h20. Ce sera la Sainte-Régine. Dernier journal, dernières informations, dernier développement et rapport du tiercé avec Bernard Pradino, ce sera aux environs de minuit 15. Et puis demain à 12h45, c'est le premier rendez-vous de l'information avec Noël Mamère. Bonsoir et à demain 20h.